suis professeur de droit de l'Union européenne à l'Université de Pavie en Italie. Auparavant, j'étais professeur à l'Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne et d'autres auparavant dans ma carrière. C'est une question de génération. Je suis né en 1951 en même temps que la CK. En plus, il se trouve que mon père était diplomate. J'ai toujours été un peu dans le bain européen. Quand j'ai fait mes études de droit, après 6 mois, j'ai cessé d'aller au cours parce que j'ai compris que ça ne me servait à rien étant donné qu'on avait les polycopiés. J'ai eu la chance d'apprendre le droit communautaire, comme on l'appelait à l'époque, sur le polycopier de Pierre-Henri Tedjen, qu'on a republié, qui est un chef-d'œuvre. Ça a été un premier élément d'intérêt. Beaucoup plus tard, quand j'étais assistant à Paris 2, j'ai commencé par avoir des travaux dirigés de droit constitutionnel, liberté publique, tout un tas de choses. Et au bout de la deuxième année, Jean Boulouis, qui faisait le cours de droit communautaire, cherchait des assistants. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant d'en faire. Et je me souviens toujours de Jean Boulouis qui me dit, ah Ziller, vous êtes seulement 2 sur une trentaine d'assistants de Paris 2 qui se sont présentés. Mais vos camarades, ils ont peur du droit européen, quoi. Ça les intéresse de continuer à faire les cas d'ouverture de requête de cours pour excès de pouvoir, alors que le droit communautaire, ça change tous les jours. Et je veux dire que ça a été une chose. Je connaissais le droit communautaire comme étudiant, mais c'est vraiment en étant assistant de Jean-Paul Louis que j'ai découvert une passion pour la matière. J'avais déjà la passion pour l'Europe, mais la passion pour le droit communautaire, c'est vraiment avec lui que je l'ai appris, en faisant des travaux dirigés, en commentant des arrêts de la Cour, etc. Ça, c'était au début des années 80. Maintenant, plus de 20 ans que je suis en Italie, et ça fait 13 ans que j'enseigne dans une université italienne, depuis 2007. Auparavant, j'ai enseigné pendant 9 ans à l'Institut universitaire européen à Florence, qui est une institution de droit international dont les États membres de l'Union sont membres et où il y avait des collègues de tous les pays. Donc, mon expérience directe d'enseignant, elle se base là-dessus, plus beaucoup d'expérience pour avoir fait des cours ici et là. Alors, quelles sont les principales différences? Il n'y a rien de commun à tous les pays de l'Union européenne. Il y a des pays comme la France, l'Italie, l'Espagne, où on ne sélectionne pas à l'entrée des études de droit, où les ministères, agences d'évaluation, etc., reviennent toujours avec le même thème. Mais comment est-ce que ça se fait que vous perdez tellement d'étudiants en cours de route? On sait très bien, la discussion est la même partout. Dans ces pays-là, on a de l'enseignement de masse. En France, depuis que j'étais étudiant, et ça fait un bon bout de temps. Dans d'autres pays, en Italie par exemple, c'est beaucoup plus récent. Et donc, on n'a pas de rapport direct, étroit avec les étudiants avant, je dirais, le niveau Master 2 pour les professeurs, maîtres de conférences. Ça dépend évidemment un peu des universités. J'ai été également professeur en Guadeloupe. Quand je faisais le cours de droit international public en 3e année, j'avais 10 étudiants, qui étaient d'ailleurs tous excellents. Eux, ils connaissaient le professeur, ils le voyaient devant eux. Mais disons que dans les grosses universités françaises, italiennes, espagnoles, le professeur est quelque chose d'un peu lointain. Alors, la particularité de la France, c'est le fait d'avoir, depuis 1969, des travaux dirigés. Et on ne se rend pas compte, quand on est en France, de la chance par rapport à des pays où il n'y a pas ça, parce que ça compense les problèmes de l'université de masse, c'est-à-dire que les étudiants ont un chargé de TD, peu importe que ce soit un professeur, un assistant, peu importe. Mais ils ont ce travail assez proche. Dans un pays comme l'Italie, où il n'y a pas de travaux dirigés, dans les grosses universités, ça veut dire qu'on a seulement le cours magistral, on n'a pratiquement pas l'occasion de dialoguer, même avec un professeur qui essaie d'interagir, c'est très difficile. Donc ça, c'est une première chose à souligner. Évidemment, de l'autre côté, il y a les exemples qu'on cite, je dirais souvent à tort, comme
Oxford ou Cambridge, où mes collègues professeurs et amis se plaignent parfois, mais quand ils ont fait des expériences internationales, ils le font avec un sourire. J'ai une telle charge de travail, j'ai 250 heures par an. Puis après, quand on creuse, on voit ces 250 heures, dont 200 en discutant dans leur bureau avec deux étudiants qui ont lu des choses auparavant. Donc, le modèle Oxford-Cambridge, il ne faut pas se faire d'illusions, c'est quelque chose de très exceptionnel. Même au Royaume-Uni, la plupart des universités sont des universités de masse. Ça, je dirais, c'est pour l'aspect pédagogie court. Les façons de noter les étudiants ne sont pas les mêmes. Déjà, en Italie, on note sur 30, on notait sur 20. Mais en Italie, quelqu'un qui mériterait un 17, peut-être un 18 en France, un 17 en France, il a 30 cum laude. Donc, quand on arrive en Italie, on se dit, ah, ça c'était bien, je vais lui mettre un 26. L'étudiant qui fait une... Alors, ça, c'est l'exemple Italie-France. Mais en Allemagne, on note dans l'autre sens. Excellent, c'est 1. 5, c'est médiocre. Et ça a l'air d'être des chiffres, mais en réalité, ça change beaucoup la manière d'évaluer les étudiants. Et ce n'est qu'avec de l'expérience qu'on s'en rend compte. Ça, je dirais, c'est pour l'enseignement. Il y a dans tous les pays le même problème, c'est la tension entre ce qu'on appelle le localisme et le niveau national. Évidemment, ça se pose dans des conditions différentes selon qu'on est dans un grand pays, France, Italie, Espagne, Royaume-Uni, Allemagne, etc., ou dans un petit. Parenthèse, même dans un petit pays comme la Belgique, 9 millions d'habitants, c'est épouvantablement compliqué parce qu'il y a les universités francophones et les universités néerlandophones, il y a celles qui font beaucoup de cours en anglais, il y a ensuite les universités laïques et les universités catholiques, donc des choses qui se croisent, qui rendent les carrières encore plus difficiles. Alors partout, ce problème est partout, on cherche des moyens et il y a toujours l'illusion d'avoir enfin résolu le problème en oubliant qu'on s'adapte toujours au nouveau système et au bout d'une dizaine ou une quinzaine d'années au grand maximum, tous ceux qui ont envie de passer à côté des règles qui sont censées garantir à la fois un bon recrutement et la justice, on arrive à les contourner. Alors ça, c'est pour la plupart des pays, surtout les pays où il y a un système très formalisé de recrutement. Il y a partout en réalité un peu de népotisme, il faut bien le dire, et c'est inévitable, quand on compare, on s'en rend compte, on est une communauté très petite, même dans un pays comme la France ou comme l'Italie, dans un certain secteur scientifique, on finit par se connaître à un certain âge. On se connaît, donc c'est très difficile de savoir si un professeur promeut quelqu'un parce qu'il est convaincu que c'est quelqu'un de très bien scientifiquement, ou parce que c'est quelqu'un qui lui a apporté la valise, comme on disait autrefois pour les assistants qui accompagnaient le professeur, ou parce que c'est le fils d'un ami, c'est le cousin. Et la différence principale est une attitude culturelle, c'est-à-dire qu'il y a maintenant c'est rejeté, c'est considéré comme mauvais. Dans un pays comme l'Italie, il y a encore 20 ans, c'était considéré comme tout à fait normal. On n'avait pas honte de dire « Ah oui, c'est le fils d'un tel, il doit être très bien ». En France, ça se faisait, mais ça ne se disait pas, bien au contraire. Alors, c'est un problème qui est à peu près insurmontable, et c'est un problème particulièrement fort en droit, parce que, qu'on le veuille ou non, à part justement le droit international et le droit européen, le droit est quelque chose de très national. Alors, la communauté concernée est petite. Ça, c'est une chose dont on se rend compte après pas mal de carrières. Et je dirais, il ne faut surtout pas se faire d'illusions. Il n'y a pas de système parfait.
Et ce qui est très embêtant, c'est qu'il faut changer le système tous les 15 ou 20 ans, sinon on a plus d'effets pervers que de bons systèmes de recrutement. Ce qui se répand, mais qui n'est pas encore standardisé, je ne dis pas que ce soit nécessaire, c'est le type de carrière, commencer avec ce qu'en France on appelle un TER, ensuite maître de conf, ensuite professeur. La différence, c'est qu'il y a des pays où, au lieu d'avoir plus ou moins trois catégories, on en a quatre. Il y a des pays où le couperet est plus fort, en France, d'autres moins fort en Italie. Quand le couperet est moins fort, on se rend compte que ceux qui ne sont pas recrutés, ils perdent beaucoup de temps parce qu'ils arrivent à 35 ans, ils n'ont pas de poste fixe. Et sur le marché du travail, on dit, très intéressant, vous avez été chercheur universitaire ou enseigné, eh bien, faites comme la cigale, retournez. Donc, ça, c'est une chose qui n'est pas standardisée. Je ne sais pas si c'est souhaitable, mais qu'on retrouve un peu dans tous les pays. Le mythe du système de Bologne, on a partout, dans tous les pays que je connais, on a eu le même effet. On est passé au 3-2-3 avec l'idée fausse du master en 2 ans, que ça serait une chose entre guillemets anglo-saxonne, ce qui en dit long. Quand on dit anglo-saxon, on met dans le même sac le Royaume-Uni, les États-Unis, l'Australie, tout ça est différent. Au Royaume-Uni, les masters, normalement, c'est 1 an, justement parce que ça leur permet d'attirer des étudiants. Professeur de droit allemand constitue un lobby d'une force extraordinaire qui réussit à défendre la profession pour le meilleur et pour le pire, là où dans les autres pays, ils ont perdu ça. En France, on avait ça à l'époque où il y avait beaucoup de professeurs de droit parlementaires. Maintenant, il y en a très peu, mais là, on remonte à peu près jusqu'aux années 60, un peu dans la Ve République. En Allemagne, pas par la présence d'un politique, mais de par leur poids professionnel, les juristes réussissent à maintenir ce qu'ils veulent. Et comme je disais, pour le meilleur et pour le pire. Ça fait beaucoup de conservatisme, mais ça veut dire aussi qu'ils sont moins sujets à certaines attaques qu'on a partout et qui ne sont pas liées, ne sont pas des questions d'origine politique. Ce sont les modes, la croyance à l'évaluation. Moi, je suis pour l'évaluation, mais ce que je vois partout, c'est une bureaucratisation terrible de l'évaluation parce que c'est le seul moyen que ceux qui y croient ont vraiment développé. Et une fois qu'on a une agence d'évaluation, elle fait ce qu'il faut pour survivre. Voilà ma vision un peu cynique sur les carrières. J'ai commencé ma carrière comme assistant. Ça n'existe plus maintenant, mais c'était au niveau ATER à l'époque. Mais comme assistant non titulaire, après quoi les assistants étaient titularisés, après quoi on a éteint le corps. Et j'étais assistant à Paris 2 et par différents contacts scientifiques, j'ai su qu'on cherchait à Maastricht pour un institut européen d'administration publique qui existe toujours, mais qui venait de se constituer. On cherchait un Français et ça m'a intéressé. Il se trouve que pour des raisons familiales, je parlais plusieurs langues. J'ai présenté une candidature et je suis parti en détachement tout en étant assistant. J'étais titulaire, donc je pouvais partir en détachement. On m'a dit à Paris 2, mais tu es fou, enfin surtout mes camarades assistants, tu es fou, tu ne pourras jamais faire la grecque, on va t'oublier, etc. Bon, je suis parti à Maastricht, j'y suis resté 3 ans. Entre-temps, j'ai publié ma thèse, j'ai animé des colloques, j'ai eu l'occasion d'inviter des professeurs français, dont Jean Boulouis, mais aussi d'autres, à venir présider des conférences, etc. Je me suis présenté à l'agrégation. Et bien qu'on n'a pas, en tout cas à l'époque, on n'avait pas le détail des notes des différentes épreuves, je sais très bien que ce qui m'a fait gagner l'agrégation, ou je n'y croyais pas du tout, en train de se dire, c'est l'épreuve sur travaux. Parce que l'un de mes 2 rapporteurs, qui est un grand communautariste,
a été très attiré quand il a vu mes ouvrages. En plus de ça, c'est un grand admirateur de Max Weber. Il avait vu que j'avais écrit sur Max Weber. Il a dit, Ziller, il est très bien. Il me l'a dit, si je peux dire. Quelle note ça faisait, je ne sais pas. Mais ce que j'ai compris à ce moment-là, c'est que quand on se présente à l'agrégation, surtout quand c'est un concours national, mais ça vaut aussi pour l'habilitation, c'est la même chose. Tout le monde a plus ou moins le même profil. Et le fait d'avoir un profil un peu différent, en réalité, ce n'est pas un inconvénient, c'est un avantage. C'était vrai à l'époque, ça l'est encore aujourd'hui. Ensuite, je peux rajouter, je suis parti, quand j'ai réussi l'agrégation, je suis parti en Guadeloupe. Là, on m'a dit, oh, quelle idée, d'accord, tu vas t'amuser au soleil. En fait, j'ai beaucoup travaillé, mais on va t'oublier. C'est exactement le contraire. Tous ceux qui sont passés outre-mer, parmi nos collègues le savent, c'est pas désagréable d'être invité pour faire un cours au soleil pendant 2 semaines. Et donc, on a beaucoup plus de contacts. La chose est quand même un peu pareil à l'étranger. On a un profil différent, on a l'occasion d'inviter des collègues et ça fait qu'on est connu. Ça fait qu'on est connu. Et je crois que ça reste pareil. J'ai vu le même problème quand j'étais professeur à l'Institut universitaire européen à Florence. Beaucoup des jeunes doctorants qui venaient à Florence, il y avait 3-4 doctorants français par an en droit, me disaient, ah, je suis un peu inquiet parce que mes camarades me disent, mais t'es fou, on va t'oublier. Ils ont tous fait ceux qui ont fait une bonne thèse ont fait une bonne carrière. Prenez un exemple que je peux citer, Loïc Azoulay, qui a été mon étudiant, qui n'a pas fait sa thèse avec moi, mais qui a été mon étudiant, a fait une excellente carrière parce qu'il est excellent, mais il est d'autant plus excellent qu'il a appris beaucoup de choses en étant à l'étranger qu'il n'aurait peut-être pas appris en étant en France. Donc, il ne faut pas avoir peur des voyages, des déplacements. Il faut aussi corriger le fait de ne pas l'avoir fait, ce n'est pas forcément un inconvénient. Hein. La mode est à l'internationalisation maintenant. La mode passera peut-être aussi. Celui dont je suis le plus fier sont 2 volumes en réalité. La nouvelle Constitution européenne, première édition 2003, deuxième édition 2004, et les nouveaux traités européens. De quoi s'agit-il? J'ai écrit un petit ouvrage qui était plus de divulgation, mais que je crois quand même extrêmement précis, sur le traité constitutionnel européen. Je l'ai écrit en 2003, c'est-à-dire au moment où il n'était pas encore conclu. Et il y a eu une nouvelle édition, évidemment, une nouvelle a été conclue après. Et j'ai récidivé avec le traité de Lisbonne. J'ai publié en décembre 2007 un ouvrage. À ce moment-là, il était signé, mais je l'avais écrit pendant l'été parce que j'étais suffisamment proche de beaucoup des acteurs qui ont participé à ça pour être capable, pendant l'été, de travailler sur la base du projet. Ça, je crois que c'est la chose dont je suis le plus fier pour 2 raisons. Un, parce que ça m'a permis de faire une analyse très approfondie et je crois très exacte des traités pour non seulement les spécialistes, mais aussi le grand public. Spécialement la Constitution européenne, j'ouvre une parenthèse, j'ai vendu 12 000 exemplaires. C'est invraisemblable dans notre profession. Et pourquoi? Il faut remercier des gens que j'aime pas du tout, c'est les différents politiques de tous bords qui appelaient à voter non. Parce qu'il est paru au moment où il y avait la campagne référendaire en France. Autrement, je ne crois pas qu'il aurait été vendu comme ça. Mais disons que j'en suis fier parce que je crois avoir réussi à écrire pour les 2 publics en même temps. Et comme je vous dis, j'ai récidivé avec le traité de Lisbonne, ça été un flop commercial total. Mais par contre, j'ai pu faire une analyse que peu ont faite. D'autres auraient pu le faire beaucoup mieux que moi. Je pense à Jean-Paul Jacquet, par exemple. Mais Jean-Paul Jacquet, il était tenu par un peu un devoir de réserve parce qu'il était encore en fonction à ce moment-là. Alors ça, c'est la chose dont je suis le plus fier. Si je peux rajouter quand même, il y en a un, j'attends de voir ce que ça va donner, dont je suis très content,
que j'ai publié cette année, qui est paru le 31 janvier, qui s'appelle Advanced Introduction to European Law, chez Edward Elgar, qui est, comme son nom l'indique, une introduction. Et ça, j'en suis fier parce que je l'ai écrit en anglais en me disant, il y a un problème, c'est que dans toute l'Europe, ça ne vient pas encore tellement fort en France, mais ça vient également, on commence à utiliser presque seulement la littérature en anglais, qui est bonne, mais ça ne suffit pas. Et ça emporte un problème, c'est que ça réduit la manière de voir le droit européen, parce que mes collègues et amis britanniques, qu'ils le veuillent ou non, ils sont britanniques. Et quand on écrit un manuel de droit européen et qu'on s'appelle Paul Craig, on l'écrit avec un point de vue britannique, même si c'est quelqu'un qui a énormément d'expérience sur tout. Quand on s'appelle Jacques Ziller, on a un point de vue français. Je rajouterais un point de vue franco-italo-allemand maintenant presque. Et j'ai beaucoup tenu à le faire et j'ai proposé à Edward Elgar, quand j'ai vu leur collection de Advanced Introduction, parce que je me suis dit, c'est peut-être l'occasion de montrer une autre approche que l'approche des Britanniques, mais aussi une approche qui était l'approche française et qui a un peu tendance à disparaître chez certains, c'est-à-dire que moi je pars des traités. Or, pas seulement les Britanniques, beaucoup, en Italie c'est pareil, on part de la jurisprudence. C'est très bien la jurisprudence. Effectivement, Fernanellos ou Costa contre Enel, c'est des points fondateurs. Mais sans les traités, on ne comprend rien. Donc j'ai refait ça et je suis très très fier de moi, si je peux dire, parce que j'ai eu l'approbation d'une juriste, mais aussi ex-députée européenne anglaise, qui m'a dit, Jacques, c'est exactement ce qu'il faut faire, parce que les étudiants croient que ça se développe en l'air. Alors évidemment, dans les pays de common law, encore plus, parce qu'ils ont l'habitude de partir de la jurisprudence. Mais disons que ça, c'est les deux ouvrages que je préfère dans ce que j'ai produit. L'anglais seul, c'est très mauvais pour le droit communautaire. D'abord, ce n'est pas de l'anglais juridique. L'anglais de droit communautaire, c'est quelque chose de différent. Mais aussi, faire seulement de l'anglais, on passe à côté de tout un tas de choses. On ne se rend pas compte de problèmes vrais de jurisprudence, de dérives dans les analyses. Je prends un exemple, l'article, je ne me souviens jamais du numéro, sur la neutralité des traités par rapport au droit de propriété. En français, il n'y a aucun doute, et tous ceux qui l'ont étudié en France ont toujours compris, ça veut dire que on n'est ni contre ni pour les nationalisations, que la propriété soit publique ou privée, peu importe. La manière dont c'est formulé en allemand, mais aussi la manière dont c'est formulé en anglais, fait qu'il y a un filon doctrinal en langue anglaise et en allemand qui se pose des questions qui n'ont pas lieu d'être, en disant, est-ce que, je cite, est-ce que la communauté, est-ce que l'Union a une compétence en matière de la propriété? La réponse est non, c'est idiot. Il n'y a pas de compétence en matière de droit à la propriété. Le grand problème que je vois maintenant, c'est que, sauf les Français qui résistent un peu, les Espagnols qui résistent beaucoup, il y a une tendance à citer les traités, le droit dérivé en langue anglaise. Mais c'est une idiotie. Quand on a plusieurs versions linguistiques, il faut d'abord citer sa propre version, quitte à vérifier dans d'autres. Je crois que c'est très important et on ne s'en rend pas suffisamment compte. Et c'est très difficile parce qu'en France, je sais qu'il y a très souvent un complexe d'infériorité. Ah, nous, on ne parle pas les langues étrangères, ce qui n'est pas vrai. Votre génération, elle sait aussi bien l'anglais que les Italiens ou les Allemands. Il ne faut pas se laisser impressionner par les Belges, les Hollandais, qui sont dans des petits pays où l'anglais est très utilisé parce que de toutes les façons, c'est un multilingue. Mais je crois que c'est très important ça. J'ai aucune hostilité contre l'anglais, mais il faut être conscient que spécialement pour le droit européen, le multilinguisme est là. Moi, je le considère comme une ressource.
peut le considérer comme une barrière, mais il est là, et si on l'ignore, on fait des grosses erreurs juridiques. Je suis optimiste parce qu'il y a un phénomène qu'on voit tout juste apparaître, c'est l'impact de l'intelligence artificielle. Ces systèmes de traduction automatique, ils sont particulièrement adaptés pour le droit parce qu'ils vont rechercher dans toutes les bases de données publiques les différentes versions. Ça, c'est une première chose. Donc, pour nous, c'est utile. Évidemment, ça ne sert pas à grand-chose si on ne connaît pas la langue. Mais si on connaît la langue, on gagne énormément de temps. Alors, ce qui me rend optimiste, c'est qu'on commence à l'utiliser, pas assez à mon avis, mais ça se développe dans les institutions. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que plus on aura de la traduction automatisée, plus les juristes linguistes auront du temps pour faire les choses importantes. Au lieu de vérifier ce qu'ils faisaient autrefois, est-ce qu'il y a la virgule, est-ce que les paragraphes, ça, c'est beaucoup mieux fait par une machine qui ne se fatigue pas. Par contre, ils pourront se poser les problèmes des véritables problèmes de traduction et on ne connaît pas assez en dehors des spécialistes les juristes linguistes, le travail qu'ils font, surtout sur les textes de la commission. Les juristes linguistes de la Commission d'abord, ceux du Parlement et ceux du Conseil aussi. Ceux du Parlement ont un problème, c'est qu'ils interviennent surtout au niveau des amendements, et là, c'est toujours à toute allure. Mais c'est un travail que eux font, et moi, je dirais que les professionnels qui font ça le font bien. Après quoi, il y a quelqu'un dans un groupe de travail qui demande une modification, etc. Et puis, il y a des collègues, les étudiants, ce n'est pas de leur faute, mes collègues. J'ai vu, par exemple, en français ou en italien, les institutions, organes, organismes et agences de l'Union. Pourquoi? Parce qu'ils partent du texte en anglais. Le texte anglais, pour des raisons que je ne veux pas développer ici, a 4 mots, alors qu'il y a 3 concepts. Et je suis désolé, justement, les traducteurs automatiques, quand ils sont bons, DeepL le fait bien. Google Translate un peu moins bien. Mais s'il y a un bon juriste linguiste, il y a qu'est-ce que c'est que cette histoire? À part en anglais, il y a 3 concepts. En anglais, il y en a 4, mais pour une raison anecdotique. Donc, j'ai un bon espoir que d'ici quelques années, les juristes linguistes seront débarrassés de ce qui leur fait perdre beaucoup de temps et pourront passer plus de temps sur la qualité des textes. Après quoi, il y a le travail des négociations. Quand elles se faisaient en français surtout, on croyait que c'était mieux, pas forcément. Le vrai problème, c'est que ça se fait par des gens dont l'anglais n'est pas la véritable langue de travail, et donc une qualité pas toujours bonne. Dernière chose sur la qualité, il faut quand même bien voir que la qualité des textes européens est meilleure que la qualité de la plupart des législations nationales. Justement parce qu'on est obligé de penser à la traduction. Et donc, on est obligé de se poser la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quand on voit un texte qui est produit rapidement, surtout des amendements qui viennent du gouvernement ou des parlementaires, peu importe, des amendements qui sont bricolés rapidement, on les vote et après, on a un texte incompréhensible. Au niveau européen, il faut quand même se dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ce qu'on va voter?